mon exposé va être a priori légèrement plus court que celui de Cyrus. Comme Cyrus l'a dit au début de son propos, il y a pas mal d'initiatives qui commencent à se lancer à l'échelle locale et qui sont particulièrement fructueuses. Donc on s'est dit qu'il serait particulièrement intéressant de se pencher dessus et d'aller interroger des maires ou des fondateurs d'éco-villages en France pour savoir un peu comment ils s'y sont pris, quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées sur différents thèmes, la mise en place de l'autonomie alimentaire, de la gouvernance partagée, de la diminution de la consommation énergétique, etc. Et donc, je vais vous présenter très brièvement quelques exemples de ce qu'on a pu voir ces derniers temps. On a interrogé le maire de Saint-Sulpice-la-Forêt, qui est une petite ville bretonne d'environ 1500 habitants et qui s'est décrit récemment comme la plus petite smart city du monde et qui compte utiliser l'Internet des objets pour réduire relativement drastiquement les consommations d'énergie, puisque le maire actuel, donc Yann Huomé, qui est rentré en fonction en 2016, a fait le constat. La ville avait des factures d'énergie qui étaient vraiment très élevées et une situation économique et budgétaire vraiment compliquée. Et donc ils se sont décidés à investir à la fois au niveau local et au niveau régional dans une réflexion sur comment faire baisser ces consommations d'énergie-là. Et donc, il l'a progressivement mis en place avec un budget relativement restreint, mais qui a quand même permis de faire beaucoup de choses. Je crois que ça a mis 5 ans et demi à se mettre en place, et c'était sur un budget de 35 000 €. Mais l'idée était en fait d'arriver à mesurer, de créer une plateforme donc, disponible en temps réel sur Internet, de créer une plateforme permettant d'avoir accès aux consommations d'énergie en temps réel de la ville, et notamment dans les parties communes de la ville, typiquement l'école ou la salle polyvalente, et d'autres espaces qui étaient assez consommateurs en énergie. Donc en fait, ce maire, avec son cabinet, s'est mis à chercher au niveau de la région Bretagne quels étaient les petits acteurs, les petites startups, les petites entreprises, les petits collectifs qui proposaient déjà des solutions de capteurs, des solutions technologiques pour permettre de mesurer les consommations en temps réel. Ils ont été soutenus aussi par la région, et par la région qui était, parmi d'autres régions françaises d'ailleurs, très à même de soutenir ce genre de projet financièrement et administrativement. Et ils ont donc aujourd'hui réussi à construire une... On va y arriver. C'était un peu flou, c'est pas très grave, il n'y a pas grand-chose. Ils ont aujourd'hui réussi à construire une plateforme donc, qui est reliée en temps réel à un ensemble de capteurs dans toute la ville et qui permet de mesurer l'ensemble des consommations et de faire, en gros, de chiffrer clairement les consommations. Donc par rapport à avant où il n'y avait qu'une estimation un peu complexe et une incompréhension à ce niveau-là, aujourd'hui ils ont des chiffres, donc il y a une connaissance acquise de la consommation énergétique de la ville qui est disponible pour l'ensemble des citoyens, et tout un chacun est bien sûr invité à mesurer ses propres consommations et à faire des efforts de ce point de vue-là. Implication citoyenne, puisque donc les citoyens ont été impliqués sur l'ensemble des processus de ce projet-là, et sur d'autres thématiques. Le maire en fait, a eu à cœur de mettre en place ce qu'il a appelé une caravane de la concertation, qui est littéralement une caravane qui se balade de manière hebdomadaire dans la ville pour réunir les citoyens et discuter sur différentes problématiques. Ça fonctionne très bien. Et le maire de Saint-Sulpice était vraiment content de voir que les citoyens avaient à cœur d'être questionnés sur différents sujets, pas sur tout. L'idée, c'est forcément, dans cette implication citoyenne, de ne pas poser toutes les questions tout le temps, parce que tout le monde n'a pas envie d'être forcément embêté sur toutes les problématiques. Mais il y a en tout cas un rôle bien plus important des citoyens dans la prise de décision générale de la ville, et notamment sur ces problématiques énergétiques. L'éco-village de Terra, donc là on s'est
pas exactement le même cadre, puisqu'on ne parle pas d'une commune qui est déjà là, qui est déjà créée et qui a plusieurs milliers d'habitants. Là, c'est en fait une initiative de 2 personnes qui ont récupéré une ferme dans le sud de la France qui était abandonnée et qui se sont décidées à monter un collectif qui aurait pour but l'autonomie alimentaire, ou en tout cas de construire un éco-village autonome sur plein de thématiques et notamment l'autonomie alimentaire. Donc, pareil, c'est une entreprise qui se fait sur le temps long. Ils ont aujourd'hui un espace de maraîchage et ils organisent un marché bio dans les environs. En gros, aujourd'hui, ils arrivent quasiment déjà à l'autonomie alimentaire. Ils sont que 25, donc c'est quand même des problématiques qui sont très complexes à mettre en place, qui prennent du temps. Ils ont déployé une monnaie locale. Alors ça, c'est aussi un sujet très en vogue et très complexe, puisqu'il y en a de plus en plus en France. Ils ont eu la chance de pouvoir s'appuyer sur une monnaie locale qui existait déjà dans les environs, qui s'appelait l'abeille. Et le problème principal qu'ils ont relevé, c'est comment réussir à faire vivre cette monnaie locale dans un contexte où les paiements, l'économie en général est de plus en plus digitalisée. Donc, c'est-à-dire qu'on paye de plus en plus sans espèces, en fait, par carte bancaire, par Internet, par les téléphones même. Et donc, comment une monnaie locale peut arriver à être pérennisée par rapport à ça. Un des premiers éco-villages, ou premiers exemples de ville résiliente, c'est la ville qui a été fondée par Rob Hopkins en Angleterre, qui s'appelle Totnes. Et eux, ils ont justement échoué à faire perdurer leur monnaie locale parce que il y avait de plus en plus de gens qui ne payaient plus en espèces. Donc en fait, très rapidement, la monnaie locale, elle est devenue symbolique et ils ont dû l'arrêter parce qu'elle était inefficace. Aujourd'hui, à Terra, les habitants, donc le petit groupe qui a réussi à habiter à Terra paye son alimentation en monnaie locale. Maintenant, l'objectif, c'est d'arriver à utiliser cette monnaie locale pour payer d'autres charges importantes, et notamment les loyers ou encore l'électricité. Et là, ce qui est intéressant, quand on a interrogé Marie-Hélène Muller, qui a cofondé ce village, c'est qu'il y a un important besoin de faire des partenariats avec des opérateurs de réseau ou des acteurs beaucoup plus gros. Eux, en l'occurrence, ils travaillent avec Enercop, donc une société qui fournit l'électricité, pour voir comment ils peuvent progressivement payer leur facture d'électricité en monnaie locale. Donc c'est encore une fois des problématiques compliquées qui engagent énormément d'acteurs. Et gouvernance partagée, alors là c'est un peu différent de l'implication citoyenne parce que, encore une fois, ils sont un tout petit groupe et ils construisent tout un peu ils sont partis de rien, mais ils ont un ensemble de conseils scientifiques, conseils citoyens. Ils se réunissent très souvent pour discuter de beaucoup de thématiques, prendre des décisions différentes. Et donc, ce qui ressortait énormément des difficultés à mettre en place cette autonomie alimentaire, toutes ces initiatives-là, c'est d'arriver à prendre des décisions ensemble dans un climat de confiance, d'arriver à prendre en compte les opinions de chacun. Et en fait, il ne faut pas sous-estimer le temps que ça prend d'arriver à monter des conseils citoyens, d'arriver à faire fonctionner ces conseils et d'arriver à des décisions et à des solutions concrètes. Un autre exemple, rapidement, c'est celui de Los-en-Gohelle, qui est une commune du nord de la France avec un contexte assez particulier, puisque c'est une ville qui a été fortement marquée, qui est en fait dans le grand bassin minier du nord de la France, donc qui a été très marquée par les mines et par cette industrie jusqu'à très, très récemment. Donc eux, ils ont eu comme enjeu de comment se réapproprier le territoire après ce choc qui a fortement marqué leur paysage, donc avec des kilomètres et des kilomètres souterrains de tunnels de mines qui ont été construites, des terrils énormes qui font partie du paysage maintenant. Et donc l'idée, c'était de ne pas ignorer ou en tout cas raser ce passé-là, mais de le prendre en compte et de savoir comment on pourrait reconstruire ou en tout cas se développer et agir ensemble à partir de ce passé, de cette histoire-là. Et donc ils ont fait
des travaux vraiment très intéressants, à la fois sur les thématiques énergie, mais aussi sur les thématiques sociales. Les terrils aujourd'hui qui sont autour de Los Angeles, ils ont fait en sorte de replanter énormément différentes essences pour avoir une biodiversité assez remarquable qui a commencé à repousser sur ces terrils. Sur le toit de l'église, ils ont posé des panneaux solaires qui font que maintenant il y a une bonne partie une partie conséquente de l'énergie qui est fournie par ces panneaux solaires. Ils font des expérimentations de biométhanisation et en fait ça marche tellement bien qu'il y a ils pensent aujourd'hui à des enjeux de changement d'échelle, c'est-à-dire en gros répandre un peu toutes ces bonnes pratiques au niveau de la région ou en tout cas au niveau des communes alentours et du coup de rendre leurs actions un peu plus grandes. Bon, en tout cas, ce qui ressort de toutes ces initiatives, c'est que c'est très spécifique à chaque territoire, très spécifique à chaque commune et qu'il faut prendre en compte les contextes et que c'est très difficile de modéliser, de généraliser ou en tout cas de réussir à faire ressortir des règles qui pourraient être applicables à chaque territoire, à chaque commune, à chaque ville. En tout cas, il y a des bonnes pratiques qui peuvent se partager et des processus qui peuvent être répétés, bien sûr adaptés à chaque situation, mais en tout cas répétés. Et donc les fondateurs de cet éco-village Terra, lors d'un conseil scientifique, ont essayé justement de structurer un petit peu les différents moyens et les méthodes qu'ils ont utilisées pour fonctionner. Donc, en l'occurrence, c'est un peu tout ce qu'on a commencé à dire jusqu'ici, mais à l'échelle d'un petit éco-village ou d'une petite ville, comment développer un écosystème coopératif, comment valoriser, légitimer et évaluer l'expérience pour la transmettre, la répandre, etc. Ils ont réussi à mettre en valeur 6 points. Donc, un point très clé, comme on a commencé à le dire, construire et échanger avec le territoire, parce que ce n'est pas en arrivant sur un territoire et en voulant construire un projet ex nihilo qu'on va arriver à être efficace, puisque de toute façon, on ne peut pas ignorer les habitants, le territoire en lui-même pour faire un projet qui marche. Relocaliser, notamment pour tout ce qui est problématique alimentaire et autonomie alimentaire, autonomie énergétique. Faire en sorte, en gros, de se poser les questions, de savoir comment on peut arriver à relocaliser l'approvisionnement de différentes denrées, différentes ressources qu'on utilise tous les jours, et notamment l'énergie, notamment l'alimentation. Respecter les équilibres naturels, donc ça, évidemment, encore une fois, c'est non seulement prendre en compte la nature, l'équilibre naturel qu'on peut avoir autour, mais le protéger ou contribuer à le faire revivre si on est dans des territoires où ces équilibres-là sont soit morts, soit en tout cas abîmés. Valoriser en monnaie citoyenne locale, donc tant qu'on peut, pour pouvoir pérenniser le projet en gros et lui donner une force, une indépendance financière, économique en tout cas, qui permettent de solidifier les initiatives, même si encore une fois on sait que c'est pas facile et que ça implique des acteurs bien plus gros qu'un simple éco-village ou qu'une petite communauté pour faire marcher une monnaie locale. Distribuer un revenu d'autonomie, donc ça en l'occurrence c'est lié à cette monnaie locale et c'est souvent lié à des objectifs de réussir à être payé en monnaie locale et pour pouvoir ensuite réinvestir cette monnaie locale dans les éco-villages. Et développer une organisation collective comme on en a parlé jusqu'ici, avec au travers de la gouvernance partagée, cette caravane de la concertation, en tout cas la mise en place de conseils citoyens, l'implication des citoyens dans les réflexions à l'échelle de la municipalité ou de la collectivité. Alors, donc, forcément, ces initiatives-là, pour l'instant, elles sont à des échelles très locales. Elles concernent des groupes de population qui sont quand même en très petit nombre. Mais pour avoir discuté avec les maires de ces communes-là, la mise en place de ces initiatives citoyennes-là sont moins un problème de taille. C'est-à-dire, tous ces projets-là, ce n'est pas réservé nécessairement à des éco-villages ou à des toutes petites villes où ça pourrait être plus facile de mettre en place ces choses-là. Yann Yomé, le maire de Saint-Sulpice, disait que c'était surtout une question de budget et de ce que la mairie souhaitait y mettre pour
pour favoriser la mise en place de ces conseils municipaux, de cette gouvernance partagée, de cette démocratie participative. Donc en fait, c'est quelque chose qui est réplicable à peu près à toutes les échelles, même si bien sûr les problématiques sont complètement différentes. Et s'il y a une chose sur laquelle tout le monde insiste, y compris le délégué Sébastien Maire, qui est délégué, qui s'occupe de la résilience, des problématiques de résilience pour la ville de Paris, c'est l'implication de tout un ensemble d'acteurs et d'institutions pour prendre les décisions. Et notamment, donc, ici, on en a relevé 7, mais il y en a plein. Ici, on essaye de résumer un petit peu, mais cette réflexion et cette expérimentation collective, elle doit pouvoir se faire à la fois, donc bien sûr, avec les habitants qui ont jusqu'ici été très ou trop peu impliqués dans la réflexion citoyenne, et que ce n'est pas seulement en allant aux urnes qu'on peut et qu'on doit agir. Elle se fait aussi avec les acteurs privés, et notamment, par exemple, des opérateurs de réseaux privés, des entreprises privées de services publics qui doivent pouvoir dialoguer bien plus avec les habitants et l'ensemble des autres acteurs pour prendre des décisions. C'est aussi, bien sûr, les collectivités qui doivent dialoguer avec ces acteurs-là. Ça se fait quand même aujourd'hui de plus en plus, même si on tâtonne encore de ce point de vue-là. Les associations qui sont présentes sur les territoires, la région, parce qu'à l'échelle régionale, aujourd'hui, il y a énormément de potentialités. Il y a très souvent, on a des régions plus dynamiques que d'autres. La Nouvelle-Aquitaine, notamment, je crois, qui est très, très dynamique. Mais en fait, à chaque fois, il y a quand même un gros potentiel d'aide ou en tout cas de soutien de la part de la région. L'éco-village Terra dont je vous parlais, là, était financièrement et même administrativement très soutenu par la région. Donc en fait, il y a aussi c'est aussi important de savoir qu'il y a des disponibilités financières et administratives de la part de l'échelle régionale, en plus de l'échelle communale et de l'Europe, effectivement, tout à fait, parce qu'ils ont bénéficié aussi de projets de l'Europe ou même d'associations ou de fondations privées qui ont envie de soutenir ces initiatives-là et qui sont prêtes à financer une bonne partie de ces initiatives pour peu que le projet soit solide, que les preuves soient montrées que le projet a été bien réfléchi et que les choses avancent. Et des partenaires financiers divers, donc comme on disait, qu'ils soient publics, nationaux, régionaux et même européens, comme des partenaires financiers privés, des fonds et des entreprises, des institutions privées qui sont prêtes à donner pour ce genre d'initiative. Voilà. Alors il y a un dernier point sur lequel avec lequel on a commencé et sur lequel j'aimerais finir, c'est que donc l'ensemble de ces projets, ou en tout cas l'ensemble de ces actions, très souvent ont commencé par des projets culturels ou en tout cas des projets de rassemblement citoyen qui n'avaient pas pour sujet principal l'énergie ou l'alimentation ou comment on fait pour être autonome. C'était avant tout des moments de célébration ou en tout cas des moments de retrouvailles qui ont permis ensuite le dialogue et de soulever plusieurs problématiques. Mais très important quand même de souligner que peut-être que la première étape pour mettre en place et faire avancer toutes ces choses-là, c'est avant tout de se retrouver et de provoquer de plus en plus souvent des moments collectifs, même si on ne sait pas pourquoi on se retrouve, ce qu'on va y faire, quel est l'objectif. Ça, après, c'est quelque chose qui se fait en fait dans le moment, et on est souvent surpris, ou en tout cas de ce que j'ai pu échanger avec ces gens-là, on est très souvent surpris de ce à quoi on arrive en fait, même si on n'y a pas pensé au début, à la suite, à l'issue de moments de réflexion collective comme ça. Donc c'est deux petits exemples. Los Anguel, dont je vous parlais tout à l'heure, le projet en fait qui a pris maintenant une ampleur énorme, puisque Los Anguel est devenu une vitrine même à l'échelle nationale de la résilience et de tous ces projets d'organisation collective. Ils ont commencé avec un festival, les Goéliades,
qui en fait rassemblait une bonne partie de la population pour assister à des projections et des feux d'artifice sur les terrils qui bordent Los Angeles. Et c'est à partir de là en fait que l'initiative elle a pris de l'ampleur, qu'ils se sont décidés à se retrouver de plus en plus pour mettre en place des projets qui bien sûr dépassaient la sphère culturelle ou en tout cas la sphère du loisir. Et un autre projet qui marche aussi et qui a commencé comme ça, c'est les hypervoisins dans le 14e arrondissement de Paris. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça a commencé avec un projet un peu fou qui était de réunir 1000 personnes autour d'une table dans une rue pour faire un repas. Et en fait, ça s'est tellement bien passé qu'aujourd'hui, ils continuent en fait à se retrouver de manière hebdomadaire et à discuter et à mettre en place des initiatives très efficaces et très solidaires. Ils ont mis en place un système qui permet d'avoir en permanence, par exemple, 10 médecins qui sont disponibles pour pouvoir naviguer parmi tout ce quartier et venir en aide à ceux qui en auraient besoin. Ils font des projections cinématographiques et culturelles dans les rues. Ils se retrouvent de manière hebdomadaire pour réfléchir à devenir un des premiers quartiers zéro déchet de Paris. Et voilà, ils ont plein de c'est devenu en fait, ça a pris beaucoup d'ampleur et ils ont plein d'idées en tête pour fonctionner collectivement. Et ça fait partie du coup de ces projets qui ont commencé juste à partir d'un rassemblement citoyen qui n'avait pas forcément pour but de refaire le monde ou d'imaginer ce qui allait sauver le quartier, Paris ou la planète. Voilà. Comment ? Mieux que la fête des voisins. Une grande fête des voisins, du coup, très très grande. Merci beaucoup. Bravo. Merci à tous.